Le Cameroun est en train de sortir d'une élection présidentielle qui, plus que jamais, interroge sur la solidité de son système démocratique. Plus de 30 000 bureaux de vote installés sur le territoire national, des millions de Camerounais ont rempli leur devoir citoyen. Avant même que la course n'ait commencé, nous avons eu plusieurs surprises. L'élimination du professeur Maurice Kamto et l'arrivée subite de M. Issa Chiroma Bakary qui, 3 mois avant, travaillait encore pour le gouvernement camerounais. Alors, après l'élection présidentielle, il s'est autoproclamé vainqueur. Cela a amené beaucoup ou une partie de la population à marcher pour anticiper sur la décision que prendra le Conseil constitutionnel dans quelques jours. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Comment Issa Chiroma a fait pour devenir l'élu du peuple? Nous allons décrypter tout cela avec notre expert en politique, M. Tamno Janout, qui va nous accompagner tout au long de cette émission et qui va répondre à un certain nombre de questions que nous avons préparées pour lui. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, nous vous prions de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et de partager la vidéo, cela vous plaît, car ici nous parlons de politique, de sciences politiques, nous décryptons tout le paysage politique pour mieux vous faire comprendre la politique. Mesdames et messieurs, vous regardez le politisme. Le Cameroun vient de tourner une nouvelle page qui s'écrit en lettres d'or dans le paysage politique peut-être africain ou mondial. L'arrivée d'Issa Chiroma au pouvoir, l'élimination de Maurice Kamto, le président Paul Biya qui s'est fait vieux, la population qui revendique un nouveau ou alors une alternance. Et par comble du sort, Issa Chiroma est porté par tout le peuple. M. Tamno Janout va décrypter tout cela avec nous. Une fois de plus, rebonsoir M. Tamno Janout. Bonsoir, M. Younes. Vous avez voté, je suppose? Oui, exactement. Ok, félicitations déjà, vous avez rempli votre devoir de citoyen camerounais. Cela peut causer de très bons citoyens camerounais. Tout au long de l'émission, nous allons échanger ensemble sur ces élections, sur cette élection au Cameroun. La première question que nous avons pour vous, c'est la disqualification de Maurice Kamto. Comment est-ce que vous la trouvez? Décision arbitraire ou alors jeu politique? Bien, M. Younes, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire une précision de votre introduction. M. Issa Chiroma Bakary, Monsieur le ministre, n'est pas encore président de la République du Cameroun. Nous attendons encore le processus. Le Conseil constitutionnel qui va délivrer d'ici quelques jours. Voilà. Et autre chose, il n'est pas le candidat porté par l'entièreté de la population camerounaise, pas une partie. Justement, le Conseil constitutionnel nous donnera la possibilité de dire à peu près quel pourcentage de la population camerounaise a porté son dévolu sur le ministre Issa Chiroma Bakary. Bien, pour revenir à votre question qui était celle de savoir comment est-ce que globalement... Ouais. Certains estiment que cette décision relève d'un calcul politique ou alors d'une question juridique. On ne sait pas. Ben, écoutez, vous posez un débat, même pas un débat, vous posez la question de fond qui se pose à travers votre question, vous permettez la tautologie, c'est justement le rapport qu'il y a entre politique et droit. Okay. Nous l'avons dit lors du premier numéro, nous avons dit que le droit, c'est une norme. Mais bien plus, si vous voulez, pour les juristes, le droit, c'est un ensemble de règles qui régissent les rapports entre humains au sein d'une société. Mais pour le politiste, pour le politologue, le droit n'est pas que ça. Le droit est le produit d'un rapport de force. Le droit est un instrument entre les mains du politicien. Cela voudrait dire quoi concrètement? Cela voudrait dire que lorsque je ne voudrais pas d'un adversaire politique, je me sers du droit pour l'écarter. Vous comprenez? Le droit, je le rappelle encore, c'est le produit d'un rapport de force. C'est le plus fort qui produit la règle de droit. C'est d'ailleurs pour cela que l'élection législative est très importante. Parce que c'est là que se décident ceux qui auront la charge de voter la loi qui va régir la nation. À partir de là, je voudrais aussi convoquer un concept que nous avons en sciences politiques, qui est celui de la rationalisation du discours politique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que je peux avoir une idée, je peux avoir un choix de dire je ne voudrais pas que M. Lionel Kadonsa soit celui qui mène cette émission. C'est mon idée, c'est mon choix. Mais pour que cela se passe clairement et n'apparaisse pas comme une volonté simple de ne pas voir M. Tadonsa, je vais m'appuyer sur une règle de droit. Je vais chercher une faille du droit. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. J'ai une idée,
après avoir eu l'idée, je cherche comment faire accepter l'idée ou comment mettre l'idée en œuvre. C'est ce que nous appelons la rationalisation du discours. Et donc, en l'espèce, pour venir directement à votre question, il est difficile de dissocier la stratégie juridique de la stratégie politique. Il y a une idée politique qui peut être de dire, nous ne voulons pas voir M. Kamto à la prochaine élection, mais cette idée ne va pas s'appuyer simplement comme ça. Le fait qu'on ne veut pas voir, il faut bien prouver cela. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir et trouver tous les moyens. Il faut s'appuyer sur des dispositions juridiques qui elles-mêmes sont le produit d'un rapport de force et qui sont un instrument entre les mains du politique. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et la faille juridique, donc, elle existe. On va donc trouver la faille juridique qui, bien entendu, peut se trouver dans la date de démission, dans la double investiture au sein du Manidem. Donc, on va trouver des éléments juridiques qui permettent justement de rationaliser la volonté politique qu'on avait au départ. Maintenant, nous faisons quand même de la science. Il faut que nous apportions des faits qui atteste qu'il y a au préalable une volonté politique de vouloir écarter M. Kamto et qu'on essaie d'appuyer aussi sur des éléments de droit. Les éléments de droit, je l'ai un peu rappelé lorsque j'évoquais justement la double investiture au sein du Manidem. Du Manidem. Voilà. Mais la volonté politique, elle était claire. Lorsqu'on a écouté les discours, les sorties du ministre de l'administration territoriale, ben, il vous disait clairement, quelqu'un s'est retiré de la vie du jeu politique, donc il ne sera pas candidat. Il a dit la liste des partis. Vous comprenez, quand vous analysez les discours de monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous comprenez donc qu'il y avait déjà une volonté politique d'éliminer monsieur Kamto Moïse. Cette volonté s'est donc appuyée sur des failles juridiques qui étaient en position du parti, enfin, en position de l'administration ou du politique. Donc, il faut dire ici simplement que la lecture qu'on peut faire de ce rejet se situe à deux niveaux. D'abord, au niveau de, comment on dit ça, de l'omniprésence, de la persistance de l'administration dans le processus électoral. On l'a dit lors de la première fois. L'administration est toujours persistante, elle est toujours là dans le processus électoral. Et donc, elle va chercher à faire valoir sa volonté initiale. Ensuite, il y a aussi les stratégies propres même des partis politiques. Lorsque la stratégie est pensée pour le court terme, lorsqu'elle est pensée pour le moyen terme, lorsqu'elle est pensée sur le long terme. M. Kamto, par exemple, aurait participé aux élections de 2018. 2020, autant pour moi. Il aurait participé à cette élection de 2020 que d'autres éléments juridiques se seraient posés. Le Manidem aurait réglé une fois pour toutes la question de leadership en son sein, que d'autres dispositions juridiques se seraient posées. Voilà. Est-ce vrai qu'en politique, tous les coups sont permis? Oui. Ok, donc dans ce cas, tous les coups sont permis. Il est vrai qu'en politique, tous les coups sont permis. Il faut quand même faire une précision, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui de moraliser la vie politique. Il y a une forme d'éthique quand même que devrait avoir la vie politique. C'est pour cela que lorsqu'on va dans les conditions d'éligibilité, il faut par exemple n'avoir pas fait de prison, ne pas avoir un casier judiciaire. Cela voudrait dire qu'en politique, il y a quand même une forme d'éthique qu'il faut respecter. Mais il y a l'éthique, il y a le droit. Donc très souvent, pour qu'un comportement ne sorte pas de la norme éthique, on réussit à le mettre dans la norme juridique. Donc, vous voyez que la frontière, elle est assez faible. Ouais. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis les hommes politiques au Cameroun doivent se préparer à gagner les élections législatives. C'est un enjeu fort important. Merci pour cet éclaircissement sur l'élimination du professeur Maurice Kamto. Après l'élimination de Maurice Kamto, avant même qu'il ne soit éliminé, nous avons quelqu'un qui jaillit de nulle part, celui-là même qui faisait les éloges du président de la République, vient pour challenger ce même président de la République. Comment est-ce que vous voyez ça? Décision stratégique ou alors simple jeu de malin? Écoutez, d'abord, M. Issa Kirouba Bakary, M. le ministre, ne vient pas de nulle part. C'est un homme politique connu. C'est un ministre, comme vous l'avez dit, qui a fait collaborer 20 ans avec le régime en place. C'est un homme qui est quand même président d'un parti politique. C'est un homme aussi qui dispose d'un ensemble de ressources financières. Donc, il ne s'agit pas d'un homme qui vient de nulle part. Maintenant, c'est de bonne guerre. Partout dans le monde, dans tous les pays du monde, on voit bien que
les présidents d'aujourd'hui ont été des collaborateurs des présidents d'hier et que très souvent ils sont allés en confrontation directe. Donc, M. Issa Chiroma Bakary, M. le ministre, a évoqué les raisons pour lesquelles il pensait que sa candidature était nécessaire en ce moment précis. C'est son droit le plus absolu. Nous sommes en démocratie, nous sommes en république. Nous ne sommes pas dans des royaumes. Ok. Et l'un des éléments fondamentaux de la République ou alors du système démocratique, c'est que tout le monde peut émettre le souhait de devenir président De la République. de la République. La possibilité est donnée à tout le monde de devenir un jour président de la République, ce qui n'est pas le cas dans un royaume. Donc, par exemple, en Belgique. Mais en Belgique, vous avez la possibilité de devenir Premier ministre. Ministre, mais pas roi. Voilà, mais pas roi. Donc, justement, les deux réalités s'observent en Belgique. En Belgique. On n'a pas tous la possibilité de devenir roi, sauf les descendants de la famille royale, mais on peut tous avoir la possibilité, autant qu'on accorde un ensemble de sacrifices, de ressources, de formation pour devenir Premier ministre ou ministre ou sénateur ou bien bourgmestre. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, M. Issa Chiroma Bakary peut se prévaloir de devenir président de la République du Cameroun. C'est de son droit, c'est de bonne guerre. Selon vous, ou bien selon toi en tant qu'expert en politique, quelle base sociale et politique soutient réellement ce nouveau prétendant? Écoutez, la base sociale qui le soutient, ou la base, je commencerai par la base politique, c'est d'abord son parti politique. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu une forme d'alliance ou de collaboration avec d'autres partis politiques, notamment quand on voyait le candidat M. Ateki, permettez si je... Voilà, qui était originaire des zones, de l'une des zones anglophones. Vous avez déjà ce soutien politique. Vous avez aussi le soutien politique de M. Akeromouna avec le Parti Univers. Mais à ce niveau, il faut quand même dire que le Parti Univers s'est désolidarisé du soutien de M. Akeromouna, du soutien dont M. Akeromouna apportait à M. Issa Chiroma Bakary. Donc déjà, sa base politique, c'est son parti et les partis politiques qui gravitaient tout autour de lui. Il faut reconnaître le parti Manidem de M. Anissé Ekane et M. Djekam aussi, qui était un monsieur important dans l'histoire politique du Cameroun. Donc, il y a une base politique. À cette base politique, il faudrait aussi ajouter les anciens, pas les anciens, mais les cadres, les membres les plus proches du président national, de l'ancien président national du MRC. Donc, vous avez toutes ces personnes, le professeur Oyono, vous avez Maître Smith, donc toutes ces personnes qui ont constitué une ressource importante, politique importante pour le candidat Issa Chiroma Bakary. Et comment dire, le soutien de ces personnes politiques ou de ces institutions politiques entraîne avec justement une base sociale forte. La base sociale déjà du fief nord de M. Issa Chiroma Bakary, la base sociale, une partie de la base sociale des populations originaires des zones anglophones, une base sociale des populations originaires de l'Ouest. Donc, tous les partis ou les forces politiques se sont alliés à la candidature de M. Issa Chiroma Bakary, lui ont donné la base sociale dont il aurait pu avoir besoin. Donc, Issa Chiroma, on a compris, ne sort pas de nulle part. C'est un homme politique, président d'un parti politique depuis de nombreuses années, homme du gouvernement camerounais. Comment expliquer sa montée subite de popularité au Cameroun actuellement en moins de 3 mois? Oui, votre question est assez pertinente parce que jusque 3 mois avant le processus électoral, M. Issa Chiroma Bakary n'était pas candidat déclaré à l'élection du président de la République du Cameroun. Et lorsqu'on sait qu'en sciences politiques, quand même, on nous enseigne qu'une élection se prépare au lendemain de l'élection précédente. Donc, au Cameroun, cela veut dire qu'une élection présidentielle se prépare pendant 7 ans. On peut donc se poser la question de savoir comment, en 3 mois, M. Issa Chiroma Bakary a préparé sa candidature au point de soulever une forme de ferveur, d'enthousiasme populaire. Écoutez, on peut ranger l'essor de la candidature de monsieur, ou alors le succès, entre guillemets, en attendant sous réserve de la fin du processus électoral, de la candidature de monsieur Issa Chiroma Bakary. On peut le ranger, on peut faire une lecture à 2 niveaux. Le premier niveau, ce serait celui du contexte politique. J'aurais pu emprunter le concept de structure d'opportunité politique, mais je ne prendrai pas ce contexte parce qu'il explique davantage les mouvements sociaux. Mais je prendrai le contexte, je prendrai la grille de lecture du contexte politique. Vous savez, pour comprendre les changements politiques, encore qu'une élection est une voie à un changement, pour comprendre le changement politique, il faut souvent convoquer le contexte politique. Et le contexte politique au Cameroun est lequel?
ou alors le contexte de l'élection du président de la République du Cameroun est lequel? Ok. C'est un contexte de rejet de la candidature de M. Maurice Kamto. Cela voudrait dire que M. Maurice Kamto, qui pendant 7 ans a préparé l'opinion, ou si vous voulez une partie de l'opinion, a fait l'actualité politique, ben, il va de soi, on peut se dire que si M. Kamto Maurice était candidat, est-ce que la candidature de M. Issa aurait eu le même écho? Donc, vous savez, comme premier élément, le rejet de la candidature de M. Maurice Kamto, du procès Maurice Kamto. Mais il faut dire à côté, parce que l'absence de M. Maurice Kamto a plusieurs effets qui finalement peuvent expliquer cet essor inattendu de M. Issa Tchoumoua Bakary. Donc, d'abord, le fait qu'il ne soit pas présent. Ensuite, le fait qu'il ait fait, comment dire ça, un mot d'ordre. Je ne sais pas s'il faut l'appeler mot d'ordre exactement. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé de voter pour quelqu'un, mais il n'a pas interdit de voter pour quelqu'un. Il a donné selon ses propos la liberté de choix. À partir de ce moment, ses lieutenants, ses cadres ont la possibilité de s'allier avec qui ils veulent. Vous comprenez? Et donc, on voit que les cadres de M. Maurice Kamto vont donc s'allier. Cela voudrait dire que ces cadres de M. Maurice Kamto qui ont déjà un certain aura, une certaine assise politique, un certain pouvoir, vont donc, du fait de la position de M. Kamto, avoir la liberté de s'associer avec M. Issa Tchoumoua Bakary. Donc, voilà les éléments de contexte en termes liés à la personne ou au rejet de la candidature de M. Maurice Kamto. Un autre élément, c'est celui qui s'inscrit tout dans le contexte, c'est celui de la frustration. C'est une élection qui se tient à un moment donné où le peuple camerounais, ou du moins une partie de la population camerounaise, semble exprimer un ras-le-bol pour le régime en place. Elle semble, cette partie, avoir la volonté inébranlable d'un changement. C'est la première fois, enfin, depuis au moins les 3-4 dernières élections présidentielles, qu'on va voir des personnes portant les uniformes du RDPC en plein carrefour. C'est aussi l'une des rares fois où on va voir plusieurs personnes dans différentes régions de la ville quand même détruire les effigies à l'honneur de M. Paul Biya en pleine campagne électorale, comme on voit des personnes à visage découvert, des personnes d'en bas avoir des propos assez durs. Donc, vous avez ce contexte-là. Vous avez aussi l'âge du président de la République que certains estiment être une faiblesse. Donc, 12 ans. Ça, ce sont les premiers éléments de contexte, premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est celui du cadrage, c'est-à-dire le moins discursif. Vous constaterez que sur les réseaux sociaux, vous avez des concepts qui ont émergé, le bon diable. Vous avez les gens du Nord ne sont pas comme nous, ils sont courageux. Vous avez, c'est le seul qui est capable de revendiquer sa victoire. Donc, il y a un ensemble de mots, de discours, ce que nous appelons en sens politique, de cadres, qui ont été amplifiés, transformés. Cela veut dire que lorsque vous partez, parce qu'il faut remarquer que dans les réseaux sociaux, on avait comme un affrontement de mots. Ceux qui disaient que, mais écoutez, M. Issa Tchoumoua Bakary, c'est un pion du régime, c'est un monsieur prompt acquis à la cause de M. Paul Biya, qui a soutenu telle affaire. Donc, vous avez d'un côté un discours qui tendait à décrire M. Tchoumoua comme le diable. Face à ce discours, vous avez notre discours qui le décrit comme étant le bon diable, le seul capable de revendiquer sa victoire. Donc, vous avez cette opposition de cadrage ou de cadre qui finalement j'ai le sentiment que le cadre selon lequel M. Issa Tchoumoua Bakary était le bon diable semble avoir pris le dessus, du moins dans une bonne partie de l'opinion nationale camerounaise. Donc voilà, c'est la combinaison de ces deux éléments qui permet de comprendre l'essor ou alors la survenance inattendue de M. Issa Tchoumoua Bakary. Récemment, il a fait une sortie pour s'autoproclamer vainqueur et demander au président de la République de l'appeler. Comment est-ce que vous trouvez cette sortie? Ballon d'essai ou alors stratégie politique ou stratégie de, je ne veux pas dire d'intimidation, mais une stratégie pour avertir le Conseil constitutionnel qui va délivrer, qui va donner la décision finale dans quelques jours? Ben écoutez, si j'avais été un juriste, j'aurais analysé la sortie de M. Issa Tchoumoua Bakary comme étant pas bonne. Parce qu'il faut respecter le processus électoral. Et comme vous êtes politiste? Je ne suis pas juriste, bien entendu, je suis politique. Je dis cela relève donc de la stratégie politique. C'est de bonne guerre, c'est une stratégie, c'est de dire, écoutez, nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons... c'est une forme de pression qui est mise non simplement
sur l'administration camerounaise, mais aussi sur les acteurs de la suite du processus. Donc, c'est de bonne guerre, sauf que ça a déjà été fait par le passé. Nous l'avons vu en 92-92 avec le candidat John Fodé. Nous l'avons vu en 2018 avec le candidat Moïse Kamto. Quelles sont les ressources dont dispose M. Issa Tiomo Bakary pour avoir une suite différente des suites que je viens de citer? On verra, on est tout simplement dans tout ce qui est calcul et stratégie politique. Depuis l'élection du 12 octobre, il y a plusieurs tensions sur le territoire camerounais. Vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes qui marchent dans les rues, qui revendiquent une certaine victoire, des jeunes qui ont passé toutes les nuits dans les bureaux de vote à contrôler leur vote. Aujourd'hui, ils sont en colère. Comment est-ce que vous expliquez ce comportement de la jeunesse camerounaise ou alors d'une partie de la jeunesse camerounaise actuellement? Je reviendrai avec la même grille analytique que j'ai soulevée précédemment, celle de la frustration, mais beaucoup moins de la frustration et beaucoup plus du cadrage. Ok. Le cadrage. Pourquoi? D'abord, il faut remarquer, parce que lorsque je parle du cadrage, je parle de l'émergence d'un type de cadre, d'un type de mots et de discours. Maintenant, pour que ma grille analytique soit pertinente, il faudrait aussi quelque part qu'on démontre que les populations ont eu accès à ces discours qui ont émergé dans la vie politique. Bien. Alors, nous avons un processus électoral. Vous remarquerez, comme je l'ai dit, qu'il y a un ensemble de mots qui ont été relayés. Le bon diable, le candidat le plus courageux, celui qui a suffisamment de charisme et d'aura, celui qui parle bien, parce qu'il faut mettre ça à son honneur, M. Issa Tiomo Bakary, il a une belle qualité oratrice. Et nous sommes en démocratie où la parole, l'art de convaincre est important. Donc, vous avez aussi au nombre de ces quatre, vous avez des mots comme « attention, ils veulent frauder ». Il y a fraude électorale. Surveillez vos votes. Faites ceci. Ils vont tricher. Donc, ce cadre du faux, ce cadre de la fraude électorale, ce cadre, ne vous laissez pas. On ne peut pas gagner par les élections, ne chasse une dictature par l'élection. Tout cet ensemble de cadres relayés par les acteurs des réseaux sociaux, par des influenceurs qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les nouvelles formes de relais politiques. Et pour démontrer l'accès dont je vous disais, vous remarquez que les villes où il y a des mouvements de contestation sont principalement, les zones où il y a des mouvements de contestation sont principalement des villes. La ville de Douala, la ville de Tchan, je pense Limbé, Un peu. Marois ou Garoua. En fait, vous n'êtes pas dans des périphéries, vous êtes dans des villes. Dans des villes. Or, quand qui parle de ville, pas d'énergie électrique, pas de connexion Internet. Ça veut dire que les populations de ces zones-là ont eu accès au discours, aux cadres émergents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ce cadre-là qui peut expliquer qu'il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements d'humeur liés justement à ce processus électoral. Vous avez des colis ou des marchandises à expédier de l'Europe ou de la Chine vers le Cameroun. Faites confiance en Sigma Logistique, votre partenaire de confiance pour un service rapide et sécurisé. Sigma Logistique se distingue par son engagement envers l'excellence et son expertise en matière de transport de colis et de marchandises. Avec une équipe professionnelle dévouée, nous veillons à ce que vos envois arrivent à destination en temps voulu et en parfait état. Notre approche personnalisée nous permet de comprendre vos besoins spécifiques et vous offrir des solutions sur mesure. Nous prenons en charge chaque étape, du stockage à la livraison, en passant par le groupage, le transport et les procédures douanières, dans le but de vous permettre de vous concentrer sur vos activités principales. Vous recherchez un partenaire logistique qui comprend vos besoins et offre des solutions de transport de colis et de marchandises sans faille. Contactez dès aujourd'hui Sigma Logistique et découvrez comment nous pouvons vous aider à expédier vos colis en toute tranquillité. Quelles mesures peuvent être prises pour éviter que le pays reste dans ce cycle de violence post-électorale? Cette question que vous posez tourne autour des acteurs en fait. Les mesures doivent être prises par le gouvernement, par les acteurs du processus, c'est-à-dire l'organe de gestion d'élection et même les candidats à l'élection présidentielle. Alors, pour l'instant, je constate que depuis quelques jours, hier ou c'est plus trop, il y a eu au Cameroun la Commission nationale de dépouillement ou alors de dépouillement des votes. Alors, lorsque cette commission nationale se tient, elle réunit en son sein tous les représentants des différents partis investis dans la compétition
électorale, du moins pour ce qui est de la présidentielle. Cela voudrait dire que tous les partis en ce moment-là, tous les candidats sont déjà informés, du moins de quel sera le résultat final. Il faut rappeler que dans cette commission nationale, vous avez quand même les représentants de la Cour constitutionnelle qui sont présents, les représentants des l'ECAM, les représentants des différents partis politiques et l'administration. Cela voudrait dire que déjà, à cette commission, on sait à peu près ce qui sera dit, bien entendu sous réserve des recours qui seront déposés. Alors, pour qu'il n'y ait pas une crise post-électorale, comme celle de 2018 ou comme celle qu'on a vécue en Côte d'Ivoire en 2010, 2011, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait donc que la Cour constitutionnelle, qui va proclamer les résultats, proclame ce qui s'est dessiné lors de la commission nationale. C'est un acte clé. Comme le président Laurent Gbagbo disait, le plus important dans une élection n'est pas tant l'élection elle-même, mais c'est qui dit le résultat de l'élection. Donc, il faudrait que la Cour constitutionnelle dise le résultat de l'élection. Que la Cour constitutionnelle, enfin, il faudrait aussi, ça c'est pour ceux qui concernaient la Cour constitutionnelle, il faudrait aussi que le gouvernement fasse comme il a fait en 2018, c'est-à-dire qu'il permette la diffusion du contentieux post-électoral. Pour que ce soit vu par tout le monde. Non simplement par les partenaires nationaux, les populations locales, mais aussi par les partenaires internationaux. Parce que les partenaires internationaux ont un rôle dans le processus électoral, c'est celui de légitimer le processus électoral, c'est celui de reconnaître le processus, la victoire proclamée par la Cour constitutionnelle. Si on fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a proclamé un président vainqueur. Mais au niveau international, au niveau de la communauté internationale, on n'a pas reconnu ce président vainqueur. Donc, pour qu'il y ait une forme de crédibilité de ce processus électoral jusqu'à sa fin, un élément peut être justement qu'il y ait une diffusion en direct du contentieux. Cela permettrait à tout le monde de se dire ce contentieux, ce processus est crédible, on peut donc accepter les résultats. En dernier ressort, donc pour les acteurs proprement dit, c'est justement qu'il y a un fair play politique. Que celui qui a perdu appelle le vainqueur pour le féliciter. Et parce que là, on semble être inscrit dans une forme de bipartisme, c'est-à-dire d'avoir une forme de dualisme entre le président candidat Paul Biya et le ministre candidat Issa Tiroma Bakary. Mais il n'y a pas que les deux, il y a les 10 autres candidats. Ouais. Ce que diront ou ne diront pas les 10 autres candidats permettra justement de calmer les tensions, d'aller vers une crise, enfin vers un lendemain électoral plus apaisé. Donc, que les autres candidats aussi essaient d'être le plus possible fidèles à ce qu'ils ont vu lors du recensement, à ce qui sera dit lors du contentieux. Que les perdants félicitent, du moins qu'il y ait un fair play politique. Tous ces éléments peuvent justement contribuer à apaiser. Un autre acteur, c'est la société civile. C'est aussi que cette société civile joue ce rôle de parler aux différents, aux populations, pour justement, et il faut à ce niveau souligner que plusieurs organes d'observation de l'élection ont dit que le peuple camerounais était mature. Il faudrait peut-être que la maturité de ce peuple camerounais aussi se fasse voir. Restons sur le Conseil constitutionnel. C'est le même Conseil constitutionnel qui avait refusé la candidature de Maurice Kamto selon des preuves juridiques dont vous les avez tout à l'heure. Est-ce que le même peuple camerounais pourra faire confiance en ce Conseil constitutionnel par rapport à la décision qu'elle va prendre d'ici quelques jours? Mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait que le contentieux soit diffusé. Si le contentieux est diffusé et que les différents relais qui sont sur les réseaux sociaux essayent, parce que très souvent, le contentieux quand même est technique et la population dans sa majorité, n'a pas forcément la compétence nécessaire pour comprendre le discours technique qui est relayé lors du contentieux. Mais si les relais, la société civile, les hommes politiques, les leaders d'opinion expliquent ce qui se passe au contentieux, qui est visible au vu et aux yeux de tout le monde, il va de ça que cette population acceptera parce qu'il n'a pas eu une forme d'opacité. Il y a eu lumière sur le processus, sur le contentieux en lui-même. Voilà. Donc, un autre enjeu, c'est ça, pour justement légitimer et crédibiliser le processus électoral, pour qu'il soit accepté, parce que c'est ça la question de légitimité, que les résultats, que ce que dira le Conseil soient acceptés, il faudrait justement qu'il le dise en plein air, de manière ouverte, et qu'il laisse que les acteurs viennent avec leurs différentes réclamations, les différents arguments de droit. Nous allons un peu revenir sur le candidat Issa Tiroma Bakary.
Rappelons-nous qu'avant l'élection du 12 octobre, il y a eu un concept qui est né, ou alors pas un concept qui est né, il y a eu un concept, la coalition. Il y a plusieurs candidats qui ont décidé de s'unir pour former une candidature unique. Certains ont refusé. Il y a même Thomas Ndamjoya qui a proposé de retirer sa candidature au cas où elle trouvait un candidat sérieux, chose qu'elle n'a pas fait finalement. Alors, Issa Djirouma qui, voilà, d'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, est grand favori de l'opposition, si on peut dire ainsi. Est-ce que c'est la coalition qui porte sa candidature ou alors c'est de ses propres moyens? Issa Chouma Bakary est favori de l'opposition, je ne sais pas. Les tendances quand même montrent que c'est lui le principal challenger en termes de score, bon, sous réserve de ce que sera dit par la Cour constitutionnelle. Il va quand même de soi que d'après les procès-verbaux qui fusent dans les réseaux sociaux, il y a quand même plusieurs fiefs où il a gagné. Et cela est reconnu aussi, que ce soit par les influenceurs, les lanceurs d'alerte pro Issa Chouma Bakary ou que ce soit par les lanceurs d'alerte, permettez l'expression pro REDPC, force est de constater que M. Issa Chouma Bakary a quand même gagné plusieurs bureaux de vote, plusieurs centres de vote ont été gagnés. Donc, il y a quand même une masse. Donc, votre question, si j'ai bien saisi, c'est de comprendre, mais comment a-t-il pu avoir ce score pertinent sans coalition, alors que pendant longtemps, on a eu l'impression que le concept de coalition prenait un peu le dessus sur cette campagne, pendant la campagne électorale. Bien, voilà, vous donnez ici l'occasion de venir et d'expliquer quelque chose sur la coalition. Pour comprendre la coalition ou la nécessité d'une coalition dans une élection présidentielle, dans une élection, peu importe les types d'élection, il faut d'abord comprendre le type de système de parti. Monsieur Diverger va donner un ensemble de types de systèmes de parti. Il va dire qu'il y a des partis, il y a des systèmes à un parti, il y a des systèmes à deux partis dominants qu'on appelle le bipartisme, il y a des systèmes à plusieurs partis qu'on peut appeler le multipartisme. Enfin. Alors, dans le système à un seul parti, vous avez encore deux catégories. Vous avez un système à un parti dont on dit parti dominant. Cela voudrait dire qu'on est quand même dans un système libre, mais il y a un parti qui domine la scène politique. Ouais. Nous sommes dans un contexte démocratique. Ok, là, si on peut contextualiser, nous sommes dans le Cameroun des années 80. Le Cameroun des années 80 était démocratique? Ok, il y avait un seul parti politique. Restons là, non. Parce que justement, le parti unique n'est pas un système dominé par un seul parti. Donc, dans le système dominé par un seul parti, vous avez le parti unique. Nous sommes d'accord? Ok. Alors, là, on a le parti unique. C'est un seul parti. Mais vous avez aussi un système où vous avez un seul parti qui est dominant. Cela veut dire qu'il y a plusieurs partis, certes, mais vous avez quasi un seul parti qui est dominant. Mais il est dominant dans un contexte démocratique. C'est-à-dire les règles du jeu sont respectées et lui s'affirme comme étant le plus gros ou le plus grand parti. Exemple de parti qui est dominant dans ce système. Je ne sais pas, certains vous diront le RDPC. Ben, on verra quand je vais vous donner la dernière typologie des partis, des systèmes à un seul parti. Alors, il y a une autre classification qui parle de système à parti hégémonique. Cela voudrait dire quoi? C'est toujours, vous avez peut-être la possibilité d'avoir plusieurs partis, mais il y a un parti qui monopolise tout, il n'est pas dominant. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'est pas forcément dans une démocratie. On est dans l'autoritarisme ou la dictature. Donc, il domine parce qu'il impose sa loi du plus fort. Et cette loi du plus fort s'appuie sur des moyens de répression. Vous comprenez? Alors, Maurice Duverger va dire, dans un parti hégémonique, dans un système de parti hégémonique, il n'est pas possible de gagner l'élection. Les partis d'opposition ne peuvent pas gagner lorsqu'on s'inscrit dans un parti hégémonique. Et dans cette typologie que je vais donner sur le type les systèmes de parti à un parti dominant, etc., si vous voulez, le Cameroun se situerait au parti politique, système de parti dominant ou système de parti hégémonique. Système de parti hégémonique. J'ai la faiblesse aussi de penser, comme vous connaissez plus dans un système de parti hégémonique que dans un système de parti dominant. J'ai la faiblesse de penser comme vous. Alors, si on s'en tient à M. Maurice Duverger, il va dire qu'il est donc difficile pour les partis d'opposition de gagner dans un tel système de parti. Mais il y a des travaux, notamment une thèse défendue à l'Université de Québec au Canada, qui démontre que non, il y a eu des cas en Afrique où, malgré ce système de parti hégémonique, les partis d'opposition ont gagné. Et il va donc relever deux stratégies pour gagner. Soit on se met dans une forme de coalition. Cela voudrait dire que les partis se mettent ensemble
de manière investie un seul candidat qui pourra finalement challenger le candidat du parti hégémonique, soit alors on peut profiter du contexte électoral, etc. Bien, voilà pourquoi l'une des recettes très souvent pour aller à une élection présidentielle en Afrique subsaharienne, c'est de dire faisons une coalition des partis d'opposition. Vous comprenez? Ça vous permet d'unifier vos ressources financières, logistiques, en termes de personnes, de couvrir toute la circonscription électorale qui est l'échelle du territoire national. Parce qu'une élection, ça coûte de l'argent. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Ça demande des hommes. Si vous parlez de 31 000 bureaux de vote, il faut au moins 31 000 personnes dans les bureaux de vote. Il faut que ces personnes se déplacent. Il faut faire la campagne. Ça nécessite énormément d'argent. Il est donc difficile pour nous, ces personnes, de les avoir. Donc, fort de toutes ces raisons, on va dire aux partis d'opposition de faire une coalition. Mais il faut comprendre que la coalition suppose quoi? Que les partis se mettent ensemble. Et lorsque les partis se mettent ensemble pour désigner un candidat, très souvent, les partis vont obéir à une forme de répartition des ressources pour des retombées. Plus simplement, ce serait de dire Lionel Simo et Jeannot Tameno, mettons-nous ensemble. On va s'asseoir pour négocier. Et lorsqu'on va négocier, je vais te dire, ok, Lionel, si finalement on choisit Lionel, demain, quand tu seras dans les affaires, tu seras président, tu dois me donner tel poste. Parce qu'il y a une attente entre les personnes. Donc, si les partis se mettent ensemble et font dans ce jeu où on va récompenser un tel demain, il peut donc arriver qu'on ait un gouvernement qui ne soit pas compétent et que les problèmes de population ne soient pas résolus. Comme pour dire que la coalition 7 est une technique, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Parce qu'elle ne joue pas forcément pour le bien de la population. Elle peut permettre une alternance, un changement, mais pas forcément un bien-être des personnes. Or, justement, le but de l'alternance, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes. Ça peut être une difficulté dans la coalition entre partis. Donc, on voit aujourd'hui que l'une des possibilités qui s'offre pour éviter tout ça, c'est que justement, il y ait un parti politique qui travaille à gagner l'élection. Parce que comprenez qu'à l'intérieur des partis politiques, ce sont des structures où des gens ont leurs intérêts, ont leurs idéologies, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, que ces intérêts différents réussissent à s'accorder pour faire émerger une candidature unique est difficile. Mais en plus, peut poser problème dans la suite du gouvernement. Par contre, si vous avez un seul parti qui a son idéologie et qui fait un travail de terrain important, ce parti pourra gagner et mettre donc en place son projet de société, sans toutefois être dans une dynamique de récompense des personnes. Vous comprenez? Donc, pourquoi on arrive à ce niveau? Sauf qu'à ce niveau, il faut donc travailler au moins pendant 7 ans. Une élection se prépare au lendemain de l'élection précédente. Couvrez le territoire national. Et je reviens sur la chose avec tout à l'heure, qu'on a vu des Camerounais veiller après le processus électoral pour contrôler le vote. Mais vous ne pouvez pas dire ça si vous ne reconnaissez pas le travail qui a été fait par M. Maurice Kamto. Le cas où le parti, le MRC. Bien sûr, si vous ne reconnaissez pas le travail de M. Kappa Libi sur le terrain, si vous ne reconnaissez pas que pendant 7 ans, ces personnalités politiques ont travaillé, ont fait le tour. Donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où on fait un travail politique important, sur l'année, sur la durée, où on fait le tour, où on va dans les campagnes les plus reculées, qui n'ont pas accès à Internet. Lorsqu'on va dans cette campagne et qu'on parle aux gens plusieurs fois, plusieurs jours sur le long de l'année, et qu'on s'entend de l'expertise politique nécessaire, on peut avoir des résultats. Donc, même si M. Issa Choma Bakary n'a pas travaillé 7 ans, il a quand même profité du fruit du travail de 7 ans, et un fruit du travail qui finalement aujourd'hui permet qu'on ait un sentiment, ou du moins qu'on ait des résultats le concernant, des résultats politiques le concernant dans plusieurs bureaux de vote. En attendant la décision finale ou le verdict final de la Cour constitutionnelle. Donc, s'il faut répondre à la question, il n'y a pas eu coalition, mais il a profité d'un ensemble d'idées pour pouvoir atteindre le niveau de popularité qu'il a actuellement. Oui, et j'ajouterais que la coalition est nécessaire, mais elle n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est le travail sur le terrain pendant au moins 7 ans. Une dernière question pour nous séparer. Quelle option s'offre à l'opposition et à la société civile au lendemain de la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel? C'est le jour même de la proclamation des résultats, que ce soit aux partis sortants, que ce soit aux acteurs, à la société civile, il y a 2 options. 2 options réalistes. La première,
c'est d'accepter, c'est de prendre acte de la décision et de l'accepter. Et l'accepter. C'est ce qui serait l'idéal. Et dans ce cas de figure, le parti proclamé vaincu, enfin, les partis proclamés vaincus devront appeler le parti vainqueur pour le féliciter, le fair play, et le parti vainqueur devrait travailler à faire asseoir son projet politique et à réconcilier les populations, parce qu'une élection présidentielle, c'est toujours un moment de clivage de la société. Il faudra travailler à reconstruire l'unité de la population camerounaise et à faire asseoir son idéologie politique, tout en permettant que les voix opposées continuent à s'exprimer, parce que c'est aussi de cela que se nourrit une démocratie. La deuxième option, ce serait celle de rejeter, de ne pas de prendre acte, mais de rejeter le verdict des élections. Si on estime qu'on a été défavorisé par ce rejet, mais après, si on rejette, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui reste, c'est peut-être d'entrer dans une logique, une dynamique de mouvement social. Mais je voudrais ici rappeler que la logique de mouvement social n'est pas une logique de faible. Il ne faut pas qu'on pense que c'est aller dans les mouvements sociaux parce qu'on a échoué. Non, la logique de mouvement social demande une forme de stratégie. Ça demande des ressources, qu'elles soient logistiques, financières, matérielles. Ça demande de la logistique discursive. C'est un autre terrain qui est assez difficile. Encore qu'on pourrait faire face au camp d'en face. Donc, voilà les deux options qui s'offrent aux différents acteurs politiques. Mais il va de soi quand... J'aurais dit pour quelqu'un qui est proche du droit quand même, il faudrait accepter le verdict. Mais pour une population, et ça quand même c'est reconnu aussi même dans les différentes articulations du droit international, lorsqu'un peuple n'a plus de recours, la logique d'un contestataire est la dynamique qui lui reste. Donc, si je me mets dans une logique de dire respecter les uns, et que de l'autre côté, vous avez une population qui tend à se dire on m'a volé ma victoire. Qu'est-ce que vous faites? Une population qui dit je veux un changement, qui a soif d'un changement. Vous dites taisez-vous et attendez. Donc, en gros, simplement, voilà les deux logiques qui s'offrent aux différents hommes politiques. Soit on prend acte et on accepte, on félicite le vainqueur, on travaille contre l'unité nationale, soit on rejette et on se met donc dans une logique de contestation, de mouvements sociaux, de mobilisation sociale, parce que ça aussi, ce sont des modes de participation politique. Mais en restant justement dans une logique de non-violence, en restant dans une logique de respect, voyez, on peut manifester, on peut exprimer son mécontentement sans casser, sans détruire, et il faudra que le régime en place ou bien que les forces policières en place soient disposées et encadrées, soient s'inscrites dans cette dynamique contestataire. Voilà les différentes options qui s'offrent aux leaders politiques. À la société civile aussi. Et même à la société civile. La société qui devra jouer son rôle d'éducation en fonction de la légitimité qu'on accordera au processus électoral. Merci beaucoup, M. Tamno Janou. Ce soir, nous avons parcouru la recomposition du jeu politique au Cameroun, les tensions post-électorales, et nous avons chuté par les perspectives à venir. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un dernier mot? Je vous remercie de ce festin intellectuel. Je salue et je remercie vos fidèles internautes pour la présence qu'ils renouvellent et pour les messages qu'ils nous envoient. Et je dirais que notre intérêt, notre souci est que nous ayons un lendemain électoral paisible, que nous ayons une population comme de plus en plus présente, qui reste de plus en plus éduquée et citoyenne. Je lance l'appel aux populations de s'inscrire au sein des organisations ou des organismes politiques, de militer en adhérant à des partis politiques, en suivant ce qui se fait dans la vie politique de notre pays. Parce qu'au final, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qu'il faut faire. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se dit à la prochaine pour le prochain numéro du Politiste. Bonsoir.